Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 33 dans la peur, le Social Index toujours bloqué à fond sur Up et le marketeur d'Orflow actuellement en recherche de vente. Je vous souhaite une excellente vidéo ainsi qu'un bon week-end. C'était Zap Crypto. Salut Julien, écoute, du coup, ex-Central Charts, aujourd'hui je suis trader et analyste indépendant, j'ai monté mon petit site et là je lance ma petite chaîne YouTube. On va analyser ensemble le Bitcoin et Atom comme tu as annoncé et on attaque tout de suite avec le Bitcoin. Alors dis-moi Vincent Nounet, alors le BTC il va monter à 30K, c'est un bull trap, va se passer, est-ce qu'on va devenir riche ou pas? Allez dis-moi tout. Déjà la première chose à voir c'est... Tout le monde se pose la question, est-ce qu'on est parti pour le gros bull run jusqu'au prochain halving? Est-ce que c'est le moment d'acheter pour ensuite aller viser les 60 000? Pour moi, pas du tout. En fait, si on regarde le graphique journalier, on est sorti d'un canal haussier. Donc, il y avait 1, 2, 3, 4 points de contact. Et l'objectif de la sortie de cette figure, c'est simplement la hauteur du canal qui est rapportée au point de sortie. Donc, en fait, finalement, on serait sur un retour vers le plus bas qui a été fait ici au 12 mai. Donc vers les 25 800 $. Et si on l'espère, hein, enfin moi je suis tout cœur pour que le Bitcoin revienne aux 60 000 et 100 000 et ainsi de suite. Hein. Mais sinon l'autre objectif ça pourrait être d'aller chercher les 28 000 ou 30 000 $. Tout ça n'est valide tant qu'on reste au-dessus des 21 600 points. Enfin, 21 600 $. C'est là on a eu un plus haut ici, un deuxième plus haut ici. Tant qu'on reste au-dessus des 21 600 $. On est bon. Mais après, quand je parlais de tout d'un coup que ça restait un trade à court terme, c'est parce que si on dézoome ce fameux graphique du Bitcoin, on n'a pas de tendance haussière encore. Hein. On a eu des plus bas ici en 2021, juillet 2021 des plus bas, les mêmes plus bas formés en mai 2022. Tout ça a été enfoncé pour aller chercher les 20 000 points, enfin les 20 000 $. Il faudrait un retour au-dessus des 28 000, 30 000 $ pour enfin parler de tendance haussière sur le Bitcoin et ensuite envisager des plus hauts historiques et des records historiques. Donc cet objectif-là, 27 000, correspond à la hauteur à l'entrée du triangle gros porté à l'endroit de cassure. Et les 25 000, attention, ça correspond au plat and can qu'on a en weekly. Pour rappel, c'est un niveau de résistance très important. Vous voyez ce plat and can ici, pour rappel, à chaque fois qu'on vient tester la ten can, eh bien, il y a des chances qu'elle rejette le prix vers un nouveau plus bas, étant donné qu'elle fait office de résistance. En théorie, on s'en est éloigné depuis très longtemps, donc normalement, on devrait aller la retester dans les prochains jours ou les prochaines semaines, étant donné que normalement, le prix colle toujours à cette ten can avant de finalement la retester. Vous voyez que par exemple, ici on s'en était un peu détaché, on est revenu la tester. Ici également on s'en était détaché, on est revenu la tester. Voilà, donc à chaque fois qu'on s'en détache, on revient la tester. Là ça fait quand même plusieurs semaines, une dizaine de semaines qu'on l'a pas retouché. Donc pour moi on est bien parti pour aller la toucher, sachant qu'on avait rebondi en fait sur le précédent top de 2017. Donc ici aux alentours des 18 800 $. Donc en théorie, vu qu'on a rebondi pile sur ce niveau des 18 800 $ ici, et bien en théorie, on devrait pouvoir maintenant aller chercher ce niveau-là. On devrait avoir assez de force pour y aller et ensuite avoir si on est rejeté vers un nouveau plus bas ou si on parvient à casser ça à la hausse en direction ensuite de la Kijun aux alentours des 32 000 $. À surveiller également. Donc on peut avoir une pattern de retournement haussière et une pattern de retournement baissière. Donc je m'explique. Si on vient casser le plus bas de la bougie la plus haute, donc ici, on aura donc une pattern de retournement baissière. C'est pas ce qu'on est censé voir après une cassure d'un range en fait. On est censé voir voilà, un prix fort et un prix qui monte. Donc ça serait un premier signal alarmant. Donc, peut-être j'abuse un petit peu, mais voilà, ce serait quand même un signal pas très positif. Ça voudrait dire que tous les acheteurs d'ici sont coincés, donc tous ceux qui ont acheté le breakout sont coincés et que du coup on peut aller les rect un petit peu. Il y a beaucoup de liquidations vers les 20 000, 21 000 $, donc c'est des niveaux sur lesquels on pourrait revenir. Tant que cette zone elle tient, il n'y a pas de problème, donc c'est ce qui fait qu'on pourrait pousser dans cette zone pour peut-être remonter par la suite. Ok, mais ça serait vraiment pas une bonne chose. La meilleure chose qu'on aimerait voir si c'est bullish, c'est une pattern de retournement haussière, c'est-à-dire que là on est revenu tester le point de cassure et idéalement on prend du coup la bougie la plus basse qui est celle-ci et on casse son plus haut. Ça voudrait dire que tous les vendeurs d'ici sont coincés. Hop. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Tac. Tous les vendeurs d'ici sont coincés. On a donc formé notre creux ascendant. Allons plus haut et poursuivons le mouvement haussier. Donc idéalement, il faudrait clôturer aujourd'hui au-dessus des 23 400 $. Pour en tout cas en daily avoir une chart encore plus bullish qu'avant.
Parlons tout d'abord de l'inflation et de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne vient de décider une hausse de ses taux d'intérêt de 0,5%. Donc on passe en fait de 0% à 0,5%. Le marché s'attendait plus à un 0,25%, donc c'est vraiment plus haut qu'attendu, parce qu'en fait, ils veulent tout simplement essayer de stopper l'inflation grâce à cette hausse de taux d'intérêt. Sachant qu'en juin, ils avaient annoncé une hausse à peine de 0,25 pour juillet, et du coup, c'est vraiment une surprise qu'on soit passé à 0,5. Donc ils suivent en fait le mouvement de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, qui elle a augmenté plusieurs fois et beaucoup plus ses taux d'intérêt. La Banque centrale européenne, ça faisait près de 10 ans qu'ils n'avaient pas, plus de 10 ans même qu'ils n'avaient pas augmenté ses taux d'intérêt. Donc ça, on va dire, c'est quand même perçu comme un signe tout simplement que l'inflation n'est pas finie, qu'ils ont du mal à la faire baisser. Et c'est une mauvaise nouvelle en fait pour tous les actifs à risque, les actifs risqués, que ce soit le marché des actions, le marché crypto. C'est pas une bonne nouvelle, qu'on peut le voir au niveau de la Fed. À chaque fois qu'il y a une hausse des taux d'intérêt, et ben le marché ne se porte pas très bien, et je pense que ça reste une mauvaise nouvelle à court terme pour le marché crypto aussi. Maintenant, pour parler du marché traditionnel, on voit le dollar américain qui a percé sa résistance autour des 103 points. On se rappelle que le DXY, c'est une mesure du dollar américain comparée aux autres devises. Donc, si les autres devises descendent en valeur à cause de l'impression monétaire, et on sait que le DXY, majoritairement, c'est le dollar américain versus l'euro et versus le yen japonais, et on sait que l'euro s'est embarqué, en fait la zone euro avec la Banque centrale s'est embarquée dans une impression monétaire infinie pour contrôler leurs obligations d'État. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Banque centrale européenne crée de l'argent à partir de rien, crée des euros à partir de rien pour racheter leurs obligations d'État, pour empêcher une fragmentation du marché des obligations d'État européennes. Et là, une fragmentation, ça veut dire un effondrement. Je sais pas si vous avez compris, on utilise des beaux petits mots là, comme fragmentation, mais ça veut dire un effondrement du marché des obligations européennes. Et on vous dit qu'on a des nouveaux outils pour faire cela, mais il n'y a aucun nouveau outil avec une banque centrale. On se rappelle que leurs seuls outils, c'est soit de monter ou descendre les taux d'intérêt, ou leur deuxième arme, c'est d'imprimer de l'argent à partir du vide pour manipuler les marchés et faire ce qu'on appelle du yield curve control. Et c'est ça qu'on est en train de voir en ce moment. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait diluer la valeur de vos euros. Donc, c'est pour ça qu'on voit, pour la première fois depuis 2003, l'euro qui vaut $1 US. Donc, si vous perdez votre pouvoir d'achat, vous, en Europe, ben, rappelez-vous que c'est grâce à votre Banque centrale européenne qui est en train de manipuler le marché des obligations. Deuxièmement, une fois que les bouts de papier seront acceptés par la population, vous commencez à imprimer davantage de bouts de papier que vous n'avez de réserve d'or, et vous utilisez ces nouveaux bouts de papier pour payer vos dépenses gouvernementales. Troisièmement, vous faites passer une loi qui interdit la détention d'or à titre personnel et vous confisquez tout l'or au niveau national afin de le centraliser dans les caisses de l'État. Et maintenant, vous pouvez imprimer autant de bouts de papier que vous le souhaitez et dépenser autant que vous le souhaitez en vous disant que ce n'est pas vous, mais vos successeurs qui paieront plus tard peut-être les conséquences de ce que vous avez fait. Ce que je viens de vous décrire, c'est plus ou moins ce qui s'est passé aux USA entre 1933 et 1971. Le gouvernement américain a banni la possession d'or en 1933 et pour pouvoir financer leurs dépenses et notamment leur guerre, les USA ont imprimé davantage de billets que de réserves d'or qu'ils ne détenaient. Puis plus tard, en 1971, les USA ont fini par faire officieusement défaut sur leurs dettes en annonçant la fin de la convertibilité du dollar américain en or et donc en trahissant la confiance de leurs créanciers puisqu'ils ne leur ont pas rendu l'or qui leur était dû. Et les billets de banque américains, comme ce billet datant de 1922, initialement marqué comme étant convertibles contre des pièces d'or, ont été remplacés par des bouts de papier qui n'avaient plus cette mention. En fait, au cours de l'histoire, la monnaie a suivi plusieurs évolutions. Ce qui était initialement de l'or physique a été remplacé ensuite par des certificats et des billets de banque convertibles en or pour finalement en arriver aux monnaies qu'on a aujourd'hui. Les monnaies fiduciaires ou monnaies fiat, c'est-à-dire des monnaies qui ne sont adossées à rien et dont la valeur tient uniquement grâce à la confiance qu'ont les gens en cette monnaie et en le gouvernement. D'ailleurs, Thomas Jefferson, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, expliquait que selon lui, l'argent papier n'a aucune valeur, ce n'est que le fantôme de l'argent et non pas l'argent lui-même. Alors pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce que l'une des caractéristiques d'une monnaie fiat, c'est qu'il est possible pour l'institution qui la gère d'en créer autant de nouvelles unités qu'elle le souhaite.
On vit donc aujourd'hui dans un paradigme où les banques peuvent prêter de l'argent qu'elles ne possèdent pas, les banques centrales ne peuvent pas faire faillite, exactement comme dans le jeu du Monopoly, et enfin les gouvernements ne peuvent pas non plus faire faillite puisqu'ils peuvent emprunter à la banque centrale autant d'argent que nécessaire. Sauf que quand on y réfléchit, la création de nouvelles unités de monnaie est indirectement un acte de confiscation. L'économiste John Keynes l'expliquait assez bien quand il disait « par un processus permanent d'inflation », et entendons ici inflation dans le sens de l'expansion de la masse monétaire, les gouvernements peuvent confisquer de façon secrète et inaperçue une part importante de la richesse de leurs citoyens. Mais surtout le problème qui est souvent ignoré, et c'est justement là que se trouve l'arnaque, c'est que les nouvelles unités de monnaie sont systématiquement distribuées de façon inéquitable à cause de l'effet Cantillon. On passe ensuite sur le compte de Tether qui nous tease une information énigmatique. Quelque chose se prépare maintenant depuis 3 ans. Je vous mets le petit trailer très rapidos. On n'a pas beaucoup d'informations. Voilà, Something has been brewing for the last 3 years. Et 25 juillet 2022. Donc du coup, restez à l'écoute bien sûr parce que le 25 juillet 2022, a priori, il y aura un gros truc concernant la stablecoin Tether. Avant, lorsqu'il était question de régulation, les régulations étaient plutôt chacun dans son coin. L'Europe fait sa propre régulation, l'Asie fait sa propre régulation, les États-Unis discutent de régulation mais de leur côté. Et aujourd'hui, on a plutôt des news qui semblent montrer une communication transatlantique de plus en plus importante. Et pour moi, ça reste un point très positif parce que les États-Unis sont quand même beaucoup plus souples sur la régulation qu'ils souhaitent mettre en place. Et s'ils veulent promouvoir une régulation unique au sein de l'Europe, des États-Unis et pourquoi pas l'Asie, ce qui m'étonnerait déjà avec la politique monétaire chinoise qui est totalement fermée au monde. Mais si les États-Unis arrivent à avoir leur petite influence, on pourrait se diriger vers une régulation européenne qui serait bien plus souple que ce que les textes actuels semblent montrer. Et j'aimerais commenter avec vous juste cette petite news que j'ai vue qui est passée sur la Corée du Sud qui repousse la taxation des crypto-monnaies de 20% qui était initialement prévue en 2023 à 2025. J'ai trouvé ça assez drôle et je me suis dit c'est peut-être les officiels qui n'avaient pas encore profité d'un bull market et qui souhaitent quand même avoir ce bull market complet pour pouvoir cash out de gros profits avant d'être taxés dessus. On voit aussi que BlackRock, vous savez, c'est la plus grosse société de gestion, c'est un asset manager américain qui est de loin le plus gros, ils sont plus puissants que des États, et on voit qu'ils disent que c'est la plus grande chute de leur asset sous management, donc en gros l'argent que leur confient leurs clients, ils ont perdu 11%, pour eux c'est un énorme revers, et on sent que finalement l'économie se tend aussi bien, pas que donc aux États-Unis évidemment, mais pas que là, en Europe aussi. On a vu également en Chine des chars venir protéger les banques parce que il y a des bank runs actuellement en Chine. Il y a certaines banques qui ne veulent plus rendre l'argent et donc c'est extrêmement tendu aussi en Chine. Alors je vais pas faire de la peur, du FUD et tout ça, c'est pas l'objectif, mais on voit que nos médias ne parlent pas de beaucoup d'événements qui se passent. Notamment on avait vu en Hollande, il y a une révolte des agriculteurs, on l'a vu nulle part dans nos médias. En Italie c'est tendu aussi, Mario Draghi a été obligé de démissionner, on voit bien que personne n'en parle. Il y a eu aussi en Albanie, on en a un peu parlé au Sri Lanka, la Chine pas un mot alors qu'il y a quand même des bank runs. Je pense que c'est important de le dire et personne ne le dit. En tout cas l'attention, évidemment la situation économique commence à se tendre, ça fait un moment qu'on en parle et je pense que c'est évidemment c'est encore le début. Regardez ça, on voit qu'il y a plus que 18 pays dans le monde où est-ce que l'inflation dépasse les 30% année sur année. Donc vous comprenez que lorsqu'on a ce genre d'inflation-là, il y a des gens qui sont plus capables de manger et ça crée des émeutes. Et on n'a absolument rien vu à ce qui a trait à la suite des choses parce qu'on s'en va de crise à crise à crise orchestrée par les banques centrales. On le sait que l'inflation, pour la plupart, vient de l'impression monétaire des banques centrales et là, c'est en train de vraiment affecter la population. Il y a des gens qui en souffrent en ce moment. Donc, pour les gens qui avaient encore des œillères devant les yeux, ça devient de plus en plus évident qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui a été orchestré par les banques centrales pour qu'on passe de crise à crise à crise. Alors, on a SBF, le PDG de FTX, que vous connaissez certainement, qui a déclaré qu'il ne reçoit plus autant d'appels de détresse de la part de business qui menaceraient de faire faillite. Donc, ouais, il compare ça aux quelques premières semaines de cet hiver de crypto, si on peut dire. Donc, ouais, on ne peut qu'espérer, en tout cas, que ce chaos concernant les faillites, etc., est finalement passé, que le pire est derrière nous, mais on verra bien au fil du temps si on doit avoir de nouvelles mauvaises surprises. Mais bon, au minimum, on n'est plus dans le même état de panique qu'on a pu voir il y a quelques semaines de cela maintenant, donc c'est relativement encourageant. On a définitivement eu pas mal de dégâts du côté des compagnies crypto, beaucoup d'entre elles sont aussi passées pas loin de la solvabilité et il ne reste plus autant d'acteurs dans le milieu que ce n'était le cas il y a quelques semaines de cela, mais pour le coup c'est peut-être pas une mauvaise chose.
il y a encore un enjeu qui est assez marrant, c'est qu'il y a 2 pays dans le monde maintenant qui ont fait de Bitcoin leur monnaie légale. Donc la première question que je me pose, c'est pourquoi du coup Bitcoin n'est pas considéré comme une devise et pourquoi il y a toujours un impôt sur Bitcoin, puisque c'est une monnaie légale. Quand j'achète du dollar parce que je veux acheter du dollar et que je revends du dollar, j'ai pas d'impôt sur la plus-value à payer parce que le dollar est une devise. Bitcoin est une devise aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est pas une devise, ça n'a pas cours légal en France. Ah bah non, mais le dollar non plus. Alors, le dollar, ça reste une monnaie qui a cours légal dans une autre pays, autorité étatique. Comme Bitcoin ? Alors, oui, mais alors... D'accord. Non, mais c'est une bonne question. Parce que au Salvador, on m'a dit ouais, mais ils ont le dollar et du coup, Bitcoin, pas monnaie, parce que c'est la deuxième, voilà, c'est pas la première. Mais en RCA, ils ont écrit Bitcoin devient la monnaie de référence. Donc là, par définition, il n'y a pas de référence. C'est une bonne question. Alors, soit on dit la RCA n'est pas un vrai pays, et auquel cas, il faut l'assumer, tu vois, faut gérer le truc. Soit, je sais pas comment ils se débrouillent pour pas dire que c'est pas un vrai pays. Voilà, alors, je sais pas s'ils se débrouillent en disant que c'est pas un vrai pays. Après, là, c'est des considérations fiscales. Moi, je suis pas fiscaliste, donc je connais pas le détail des textes qui font que on a dans un cas une taxe sur la valeur ajoutée, une taxe sur les gains ou les plus-values au moment de la transaction, alors que dans un cas où on va considérer que Bitcoin c'est pas une devise mais une crypto, dans ce cas-là, il y a une plus-value qui s'exerce et donc fiscalement, c'est pas déclarable de la même manière. Il faudrait regarder dans le texte comment est-ce qu'on définit une opération de change, pourquoi est-ce que dans un cas, il y a des plus-values qui sont constatées pour Bitcoin et pas dans l'autre, si jamais, et est-ce que en fait, on considère qu'aujourd'hui, il y a une reconnaissance officielle de Bitcoin comme une monnaie ayant cours légal, en fait. Par les autres pays, s'entend. C'est sous-entend par faudrait regarder la terminologie exacte dans le texte pour définir ce que c'est qu'une devise. Parce que techniquement, la devise d'un pays, c'est quand même le pays qui le choisit. Alors, il y a donc la devise, c'est les monnaies étrangères. Il y a la monnaie, donc celle qui a cours légal dans le pays. La Suède définit quelle est la monnaie en Suède. Voilà. Et une devise, la monnaie de la Suède, on pourrait pas dire que c'est pas une devise en France. S'ils décident d'installer le copléton, on va pas dire non mais votre truc c'est une blague. Enfin, comment ça se passe la négociation Ouais, c'est intéressant. Je me suis jamais posé la question comme ça. Il faudrait regarder si effectivement dans les textes tels que c'est défini, qu'est-ce qu'une devise d'un point de vue juridique. Tu vois, on revient sur nature juridique. Comment est-ce qu'on définit la devise? Alors, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que le fameux burn? Des projets, des crypto-monnaies, des blockchains, suivant différents mécanismes qu'on va voir juste après, vont au final envoyer des crypto-monnaies, ils vont envoyer des tokens à une adresse où personne ne possède les clés privées. C'est-à-dire qu'en fait, on va envoyer par exemple des jetons alpaca sur une adresse où plus personne ne pourra les récupérer. C'est donc ça l'action de burn. En fait, ça va être de faire disparaître des jetons de la circulation. Et toutes ces transactions, par exemple de la trésorerie d'un projet vers une adresse où les tokens vont être irrécupérables, toutes ces transactions sont sur la blockchain, donc totalement transparentes et vérifiables. Donc, vous voyez, le mécanisme de burn, au final, c'est pas quelque chose de compliqué. On va prendre des jetons, on va les faire disparaître sur une adresse où ils sont irrécupérables. Mais en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est d'où viennent ces jetons? Comment on a justement des jetons qu'on peut faire disparaître de la circulation? Et ces tokens qui vont être burn, ça va surtout provenir de 2 sources différentes. Alors, premièrement, ça va surtout être le cas, par exemple, pour des protocoles de la DeFi ou sinon pour en fait les tokens d'échangeurs centralisés, par exemple Binance, FTX, etc. où la source justement des tokens qu'on va burn proviennent des revenus du protocole, que ce soit un exchange centralisé ou pas. Et en fait, comme je vous en ai parlé sur Twitter aussi, je vous l'ai dit dès que c'était possible, et dès que je m'en suis rendu compte, sur les marketplaces secondaires en attendant la marketplace officielle d'Elrond, il était déjà possible d'acheter et aussi de revendre les Mystery Box. Donc quand on n'en a pas eu au Maillard Launchpad, il était quand même possible, il est toujours possible, quand vous regardez la vidéo, d'acheter des Mystery Box. Comme je vous le dis sur la plateforme FrameIt NFT, sur Zoxnox aussi, anciennement Trust Market. Voici les plateformes. Là par exemple sur FrameIt,
le floor price est à 5,9 EGLD pour une boîte, sur Zoxno 5,8 EGLD, et c'est également sur Deadrar 5,87 EGLD, donc avec la vente de mes CRT, ça rembourse largement l'achat d'une des box, enfin largement, ça rembourse en tout cas. Donc en fait c'est ça ma stratégie pour être rentable, je gagne de l'EGLD gratuitement grâce au Launchpad, j'achète une Mystery Box, en vrai j'en ai même acheté 2, vu que j'en ai eu une gratuite, j'ai fait les calculs et pour 2 Mystery Box, j'en ai pour un peu plus de 5 EGLD, au final ça me revient à 2,8 EGLD par NFT, donc c'est plutôt pas mal. Surtout que je pense que c'est des NFT qui vont être amenés à prendre pas mal de valeur, dû au fait que c'est un play to earn avec beaucoup d'investisseurs. Ce projet, il est financé à hauteur de 4,5 millions de dollars par des gros acteurs du marché, Elrond, Crypto.com, Morningstar Ventures et d'autres, sans parler même de ce qu'a rapporté le Maillard Launchpad, 1,5 million de dollars aussi. Ça fait 6 millions de dollars en tout, autant dire qu'il y a des moyens sur ce jeu. Sur la chaîne YouTube de Cantina Royale, vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemblera ce jeu. Je vais vous passer quelques vidéos aussi, quelques extraits, comme par exemple cette vidéo qui présente la collection. Il s'agit en fait des premiers personnages joueurs, c'est la collection d'origine, Genesis, 15 000 NFT comme je vous ai dit, et ensuite il y aura d'autres ventes de NFT qui suivront, mais d'autres générations, deuxième génération, troisième génération, et ceux-là ce seront ceux qui auront le plus de valeur. Et d'ailleurs, être holder de ces NFT Genesis, de la première génération, ça fait qu'on gagnera 1% à vie des revenus sur les futures générations, sur les autres tokens, sur les autres personnages à venir. Projet très intéressant je trouve, et donc vous voyez là je vous ai fait un petit peu la lumière sur les possibilités autour du projet Audius qui effectivement avait levé 5 millions de dollars à son lancement, et notamment en grande partie grâce à Pantera Capital. On sait également que Coinbase Ventures est dans le coup. Quand Coinbase Ventures est dans un coup, assez souvent ça finit chez Grayscale, puisque ces deux-là sont copains comme cochons. Pour l'instant en tout cas, Audius n'est pas du tout dans la liste considérée par Grayscale pour être des éventuels assets en considération pour l'année prochaine. Donc elle n'est pas encore dans le scope de Grayscale. Vous voyez, ça c'était l'update des assets sous considération en juillet 2022. Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde qui devient ambassadeur du Move to Earn Step Up. C'est un très gros coup marketing pour Step Up. Je pense qu'ils ont dû payer ça très très cher. Affaire à suivre du coup. Est-ce que Step Up va pouvoir performer par rapport à Stepn qui est en galère avec le floor qui commence à descendre très très fortement sur tous ses tokens, sur tous ses royaumes. Donc à voir pour Stepn. Mais du coup Step Up qui fait un move très très fort. Je voulais maintenant vous parler de Polkadot. Polkadot, c'est une blockchain qui a été lancée par un des cofondateurs d'Ethereum. Polkadot, en fait, ils sont en train de sortir des NFT basés sur Final Fantasy, donc la licence de jeux vidéo RPG, l'une des licences les plus connues au monde. Ça va être sur le projet Engine, sur Polkadot. Hein. C'est un projet très connu sur cette plateforme-là, sur la plateforme Infinity. Donc, ça va être quoi en fait? Ça sera des NFT qui vont être associés à des cartes, on va dire des cartes réelles, et à des jeux, à des jouets réels, on va dire Final Fantasy. Donc c'est un peu à la frontière, voilà, du NFT et du monde réel. Et Final Fantasy, c'est surtout en fait en commémoration du 25e anniversaire de Final Fantasy VII, qui est un des RPG, un des jeux. Enfin, c'est celui qui est considéré, je pense, comme le meilleur Final Fantasy, même si personnellement, moi, je préfère le Final Fantasy 9. Et en RPG, je dirais aussi Chrono Trigger. Mais bon, je m'écarte un peu de ce sujet. Mais c'était surtout pour montrer qu'il y avait vraiment des NFT qui étaient déployés un peu partout. J'en parle beaucoup sur le réseau Ethereum, mais il y en a aussi sur d'autres réseaux. On peut le voir ici, Polkadot. On a beaucoup sur Solana aussi. Ça se développe de plus en plus sur Solana. Donc, on commence à voir un peu cette technologie qui est en train de partir au sein des divers blockchains, ce qui est tout à fait normal et c'est très sain, et tant mieux que ça se développe, et on va voir un peu tous ces écosystèmes concurrents, au final, comment chacun va se différencier. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.